arrivons à notre séquence expression libre et nous allons. Le thème, c'est les parents premiers éducateurs de leurs enfants, non pas les enseignants, hein, n'est-ce pas, Giroud? Alors, Ibrahima Giroud est un docteur en psychologie spécialisé en l'éducation et en famille. Alors, Rahmatoulaye Fall, vous enseignez à Ontario, au Canada. Alors, qu'est-ce que vous enseignez? Quelle matière vous enseignez? Bonjour. Parce que je sais que vous êtes intéressé par l'enseignement, l'éducation des enfants. Oui. Et des parents aussi. Absolument. D'abord des parents pour qu'ils puissent bien s'occuper des enfants. Absolument. On en parlera au cours de cette émission. Parfait. Ouais. Oui, enseignante cycle primaire, moyen, ça veut dire que si j'étais médecin, oui, on dirait que je suis généraliste. Oui. Parce que j'enseigne tout, le français, les mathématiques, les sciences, l'art, l'éducation physique. Tout ça? Oui, j'enseigne tout cela. Donc oui, l'anglais aussi, aux petits. Je suis spécialisée en enfance en difficulté. Oui. Ça veut dire toutes les stratégies d'enseignement qui touchent les enfants qui ont des besoins spécifiques. Oui. Les autistes, les DIL, TDAH, troubles oui, de comportement, difficultés d'apprentissage, mais oui, aussi spécialisée dans les nouvelles techniques d'apprentissage oui, et d'enseignement. Alors je sais que vous êtes particulièrement intéressé par l'éducation des enfants et des parents pour qu'ils puissent bien s'occuper de leurs enfants. Vous préparez un guide pédagogique. Il va sortir bientôt? Absolument. En fait, normalement, c'est un livre qui est déjà prêt. Oui. Mais au dernier moment, j'ai décidé que le livre serait trop commun, oui, que ce serait mieux de présenter aux parents un guide pédagogique avec des études de cas oui, qui vont toucher à tout ce qu'on vit dans nos familles présentement. Voilà, nous parlerons de ce qu'il faut dire aux parents, comment il faut faire, comment ils devraient faire. Et puis, alors, la classe de Rahma, qu'est-ce que c'est la classe de Rahma? Je vois ça sur l'Internet. La classe de Rahma, c'est mon bébé, c'est un bijou. On peut l'appeler une boîte à outils, toute une plateforme éducative avec des ressources pédagogiques, des stratégies gagnantes qui orientent les parents, qui aident les parents à aider les enfants. Mon credo, c'est tout pour une parentalité et une éducation positive. Très bien. Alors, Ibrahima Giroud, hier soir, on a discuté un peu, vous me disiez que les parents sont finalement les premiers éducateurs bien avant ceux qui travaillent à l'école. Tout à fait. Merci beaucoup, Sada, et bonjour à ma chère Rahmatoulaye. Les parents sont manifestement la source la plus importante pour construire les fondations de la personnalité. L'école vient construire un programme sur un terreau fertile, un terreau stable, une personnalité stable. Et ça, ce n'est pas les services de l'État qui construisent ça, c'est un service bien avant, c'est-à-dire les parents. Ce sont eux qui créent ces fondations. Oui, créer, avoir des enfants qui soient bien dans leur peau, et dans leur tête, comme on dit, et ces enfants, une bonne éducation réussie qui permet de construire un leadership précoce chez l'enfant déjà. Absolument. C'est l'objectif. Pour vivre des réussites, un enfant a besoin qu'on bâtisse autour de lui du positif, beaucoup de positif. Et pour cela, le parent lui-même a besoin d'être accompagné. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On parle de parentalité positive, d'éducation positive, mais normalement, on ne devrait même pas avoir à mettre le qualificatif positif devant parentalité. La parentalité en elle-même, dans son essence, elle est positive. Donc, si à un moment, on a mis le qualificatif positif, ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. On constate, et je parle sous le contrôle de Dr Giroud, qu'on perd de plus en plus nos valeurs, ce qui faisait notre culture et notre tradition. Donc là, la classe de Rahma travaille sur l'analyse comportementale appliquée, éviter les parents, leur expliquer qu'une éducation bienveillante, ce n'est pas perdre nos valeurs. On parle là d'enracinement et d'ouverture. On va revisiter tous ces stéréotypes qui sont là, qui peuvent enfreindre un petit peu le projet éducatif, réfléchir sur le projet, qu'est-ce qu'on veut de nos enfants, quel genre de citoyens on veut faire de nos enfants, et travailler sur la positivité, accompagner les enfants, aller revisiter nos valeurs comme les chansons de gestes, travailler sur l'encouragement, la valorisation, faire moins preuve de violence et comprendre qu'un enfant se fait en faisant des erreurs, des essais et des erreurs. Bref, travailler sur tout ce qui est le constructivisme dans l'éducation. Rahma a dit quelque chose qui m'a beaucoup séduit. Il dit que l'éducation est un beau voyage. Alors c'est un voyage qui est fait par les parents et les enfants, mais il précise que les parents doivent faire leur
comment ils sont, voilà, se juger, savoir s'ils sont prêts à aller de manière positive dans ce voyage avec leur enfant. Tout à fait, parce que voyager, si vous éduquez plutôt, c'est conduire vers, dans la définition du mot éduquer, c'est conduire vers. Alors, il faut que cette destination, elle soit négociée avec l'enfant. Parce qu'il ne faut pas amener l'enfant là où il ne veut pas aller. Oui. C'est ça, quand on va à l'aéroport, c'est nous-mêmes qui choisissons dans quel pays nous voulons voyager. Donc, il faut que le projet éducatif soit très clair dans la tête du parent. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut plus éduquer nos enfants sans avoir un minimum d'informations. C'est une ère nouvelle pour la parentalité, nouvelle qui se pose au Sénégal, où on ne peut plus éduquer nos enfants sans avoir un minimum d'informations de qualité. Ça ne veut pas dire une quantité d'informations. Ça veut dire un nombre d'informations de qualité qui permet aux parents de dire une seule chose de façon très structurée et très claire à son enfant. Et pour aider son enfant à avoir un chemin clair. À vous écouter, on ne peut même pas éduquer ses enfants sans vraiment se connaître, se poser des questions. Vous dites savoir est-ce que nous sommes justes, est-ce que nous sommes des modèles. Tout à fait. Oui, c'est une remise en cause très importante et c'est une posture d'humilité, mais c'est une posture forte. Ce n'est pas de la faiblesse. Parce que quand le parent se remet en cause, sans pour autant qu'il soit là à dire est-ce que j'ai devant son enfant, vous voyez, avoir une posture de faiblesse devant son enfant, ça déstructure la personnalité de l'enfant. Mais avoir la posture humble, c'est ne pas s'empresser de trop enseigner. C'est ne pas s'empresser de frapper. C'est ne pas s'empresser de punir. C'est savoir que l'enfant peut, ce que l'enfant a fait, ça peut être un mal fait sans être un méfait. Oui. Oui. Vous jouez sur les mots là. Voilà, ce n'est pas un méfait. Et quand le parent a cette posture d'humilité, il va faire moins d'erreurs. En faisant moins d'erreurs, il est moins, on lui demande moins de demander pardon. Parce que si le parent corrige la faute de l'enfant en faisant une erreur, il faut bien que quelqu'un corrige la faute du parent. Oui. Alors, Ramatoulaye, vous parlez de parenté positive. C'est-à-dire de l'empathie, se mettre à la place de l'enfant. Absolument. Pour mieux le comprendre. Absolument. C'est la base. C'est-à-dire ce n'est pas des adultes, c'est des enfants. C'est des enfants, ils se font. On doit juste comme se mettre à leur place, se poser la question à savoir. Moi, une fois, ma maman, elle m'a dit, j'étais venue en vacances, et puis elle m'observe. J'étais là sur mes enfants. Elle me dit, tes enfants ne t'arrivent même pas à la cheville. Et ce jour-là, j'ai reçu une claque, effectivement. Et quand je me remets en question, quand je fais preuve, comme Dr Giraud l'a dit, d'humilité, je me dis, mais quand j'étais à leur âge, oui, j'apprenais. J'étais curieux, je touchais à tout, je faisais tout. Mais des fois, les parents ont tendance à trop faire focus sur l'erreur. Oui. Alors qu'il y a une différence entre l'erreur et l'enfant. Oui. Donc, si le constructivisme a été un courant pédagogique qui a eu beaucoup de succès, c'est parce que les précurseurs ont compris que les enfants doivent bâtir leurs connaissances. Comment un enfant peut bâtir ses connaissances en faisant des erreurs? Et ces erreurs, tu l'accompagnes, tu fais du modelage, enseignement explicite, et là, tu vas atteindre ton objectif. Mais les parents sont aussi parfois, peut-être ce qui est mauvais, sûrement ce qui est mauvais, obnubilés par les résultats scolaires, c'est-à-dire... Quand l'enfant travaille mal, l'accabler, parce qu'il faut dédramatiser les échecs des enfants. Il faut, surtout. C'est quoi une réussite finalement pour une personne? Des fois, il y a des parents qui mettent trop l'accent sur le résultat scolaire, l'académique. Oui. Un enfant, c'est une entité. Il y a l'académique qui est le cognitif, il y a l'émotionnel, il y a l'affectif, il y a le personnel, il y a le social. Si les parents misent trop sur l'académique, oui, tu vas pousser ton enfant. Il va développer de l'angoisse, de l'anxiété pour avoir des résultats. Mais qu'en est-il des autres sphères de sa vie? Et là, présentement, on peut voir des adultes qui ont tout pour être heureux, qui ont un bon job, excusez-moi le mot, oui, job, c'est bien, ça se dit. qui ont tout ce qu'il faut, mais au fond de c'est un vide total, parce que tout simplement, on a juste misé sur l'académique. Oui. Tu vas travailler, il faut que tu sois le premier. Oui. Qu'en est-il des compétences globales, de l'intelligence émotionnelle, de cette capacité de communiquer, de cette intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle? Voilà l'objectif de la classe de Rahman. Ne pas leur mettre la pression sur il faut réussir, il faut avoir de bons résultats, et que leur apprendre qu'ils peuvent il y a les échecs, il y a les réussites. De tout cela, on peut tirer enseignement, bénéfice après l'enseignement. Oui, tout à fait. C'est qu'il n'y a pas d'erreur chez les enfants. C'est surtout ça. Tout ce que l'enfant fait, c'est des apprentissages.
Donc, on a besoin de revoir notre position à ce qu'on appelle une erreur. Ce sont des apprentissages. La raison pour laquelle nos enfants connaissent mieux nos téléphones que nous, c'est qu'il n'y a pas d'erreur pour eux. Oui, c'est pas qu'ils sont plus intelligents que nous, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Ils peuvent toucher à tout, et y compris casser le téléphone. Tout ça rentre dans le cadre des apprentissages. Et voilà pourquoi, Sadaka, nous avons besoin de revoir notre projet éducatif. Pourquoi est-ce que nous avons fait des écoles? Est-ce que c'est pour des résultats 12 sur 20 en mathématiques? Ou est-ce que c'est pour construire des personnes qui savent trouver leur place dans la société, qui savent s'épanouir dans la vie? Parce qu'une personne épanouie peut entraîner l'épanouissement d'autres personnes. Oui. Oui, donc nous avons besoin de repenser véritablement et en profondeur notre système éducatif pour que nous puissions, vous voyez, être plus en phase avec notre époque. Et l'époque que nous vivons, c'est l'époque de l'épanouissement intellectuel, moral de nos enfants. Et bien accompagner les enfants en sachant que les intelligences, ma foi, sont différentes. Multiples, hein. Et je vais rebondir sur ce que vient de dire Dr Giraud. Non seulement il est important de repenser, mais moi je vais même dire aller jusqu'à déconstruire certains stéréotypes. Et je fais un clin d'œil à Fatou qui est là, qui est ma promotionnaire d'université. Notre professeur Bassirou Dieng, que vous devez certainement connaître, paix à son âme. Il nous avait expliqué une fois que les stéréotypes, c'est des vérités qui ont été des vérités. À un moment donné, à une époque donnée, pour un groupe dans un contexte. Absolument. Alors, en éducation, il y a tellement de stéréotypes comme le contact visuel, par exemple. Nous sommes africains. Hein? Donc, le contact visuel, c'est clair qu'on se dit qu'un enfant ne doit pas regarder l'adulte qui lui parle. Mais là, on parle de mondialisation. Les gens voyagent, les gens sortent. Au Canada, où j'enseigne, quand moi je parle à un élève qui ne me regarde pas, c'est un signe. C'est le début d'un diagnostic. Et le contact visuel, c'est important. Même quand on allait son enfant, on se dit que tu dois garder le contact visuel. Que ce soit ton enfant, ton élève, ton patient, il est important. Donc, il faut qu'on revisite ces stéréotypes-là du genre un enfant ne doit pas aller au milieu du bol pour manger. Donc, c'est de belles valeurs, c'est notre tradition, mais je pense qu'à un moment, il est important qu'on revisite pour voir dans quel contexte c'était dit et jusqu'à quel point c'est encore valable. Alors, jusqu'à présent, on a parlé de la manière dont il faut vraiment éduquer l'enfant en laissant sa personnalité se développer, aucune pression ni rien, mais quand même, éduquer sans fermeté, sans contrainte. Vous nous dire tout à l'heure, mais quand même, c'est-à-dire, oui, connaît Dieu, connaît pas Dieu, mais connaît le martinet. Oui, mais qui a décidé que ce yar-là, c'est le bâton? Oui. Pourquoi ça ne peut pas être juste le yed, le yir, le yirmandé, tout ce qui, je veux jouer sur le son yir? Pourquoi juste le yar? Qu'est-ce que le yar peut amener chez un enfant? Un résultat à court terme. Oui, l'enfant, tu vas le frapper pour qu'il fasse quelque chose, il va le faire. Mais là, c'est sur le court terme. Il ne va pas le faire quand tu ne seras pas là. Alors que quand tu essaies de l'expliquer, quand le parent prend le temps de faire de l'enseignement explicite à l'enfant, de lui expliquer le pourquoi, le comment, il satisfait son besoin de signifiance. Et ça reste dans sa tête. Jamais il va l'oublier. Ma question, faut-il éduquer sans fermeté, ni contrainte? Faut-il ne jamais réprimander, ne jamais punir? Il faut définir le parent vert. Je m'explique. Le parent vert, c'est le parent qui est absolument clair sur la règle qu'il ne faut pas transgresser. Vous voyez. Et pour que la règle soit claire, il ne faut pas que les règles soient multiples. La multiplication des règles tue la clarté des règles. Ça, c'est très clair. Donc, s'il y a un minimum de règles, ma mère m'a enseigné une seule valeur. Une seule. Il faut que tu dises la vérité, même si on doit te tuer. Ça a été la seule chose qu'elle a tenu à m'enseigner. Et ça fait que si on enseigne à nos enfants une valeur cardinale, l'ensemble des autres valeurs cardinales viennent se greffer. Ne jamais mentir. Si on multiplie les règles, le parent n'a pas les moyens de respecter toutes les règles, et l'enfant encore moins. Donc la multiplication, voilà pourquoi on ne dit pas qu'il ne faut pas être ferme. Pour être ferme, il faut diminuer le nombre de choses que l'on veut enseigner pour pouvoir être ferme sur le peu que l'on enseigne. Diminuer ce qui est interdit, ce qui est proscrit. Tout à fait. Ça. Oui. Il y a des interdits qui ne sont pas nécessaires. On fait trop de règles qui ne sont pas nécessaires des fois. Alors évidemment, il y a quelque chose sur quoi tout le monde peut être d'accord, c'est bannir absolument toute violence physique ou verbale.
Docteur. Il faut savoir, c'est ce que vous dites. Hein? Non, non, c'est très clair. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que l'enfant, aucun enfant n'a besoin et n'a envie d'être martyrisé. Oui, c'est vous qui le dites, hein, c'est vous qui m'avez demandé. N'est-ce pas? Voilà pourquoi les premières interactions précoces ne doivent pas être ratées. Parce que le coût de l'éducation est beaucoup plus élevé si le parent n'a pas su établir très tôt le rapport avec l'enfant pour bâtir sur un projet d'éducation, un contrat d'éducation que chacune des deux parties va faire le maximum pour respecter. Et du coup, dans ces cas-là, il y a moins besoin de recourir à la violence. Par contre, si les interactions précoces sont ratées, les deux parties ont du mal à communiquer. Et le risque de faire recours à la violence augmente avec le manque de communication entre les deux parties. Oui. Alors, le parent, vous dites, il faut de la sérénité chez le parent pour bien éduquer. De la sérénité. Oui. Les parents sont ne pas frustrés. crier, sérénité. Oui, sérénité. Être cool, comme disent les gens maintenant. Mais ça dépend où on est, dans quelle société on est, quelles sont les charges mentales qui reposent surtout sur la femme. Oui. Une femme frustrée fait des enfants frustrés. Des enfants frustrés feront une société frustrée et ainsi de suite. Oui. Les femmes sont très frustrées. D'habitude, on dit que c'est les femmes qui éduquent. Qu'est-ce que Bassirou Dieng nous avait dit? Le meilleur cadeau qu'un père puisse faire à ses enfants, c'est de choisir une bonne maman. Oui. Parce que les qualités de la mère déteignent sur l'enfant. Moi, aujourd'hui, je dis que le meilleur cadeau qu'une mère puisse faire à ses enfants, c'est aussi de choisir un bon papa. Parce que les qualités du papa aussi déteignent sur l'enfant. Oui. Et là, ça pose le problème du consensus, docteur. Il faut un consensus entre les parents pour que cette charge mentale qui repose sur la femme soit plus allégée. Il faut, pour établir une discipline positive dans une maison, il faut que le père et la mère soient sur la même longueur d'onde. Quand le papa dit rouge, c'est rouge. Il ne faut pas que l'enfant puisse aller chercher la nuance. Quand le papa dit rouge, c'est rouge. C'est rouge. La maman ne doit pas dire d'une couleur. Non, même si après ils doivent se retrouver tout le dire, c'est pas d'accord. Mais devant l'enfant, il faut qu'il y ait cette fermeté-là. C'est pour ne pas perturber l'enfant. Pour ne pas le déstabiliser. Tout à fait. Oui. Et là, non seulement l'enfant se déstabilise, mais les parents eux-mêmes, ils vont perdre leur crédibilité devant l'enfant. Oui. Donc la bienveillance, oui, ça va avec la fermeté. Oui. L'éducation doit avoir, comme c'est la fermeté, elle doit être là. Voilà. Mais quand on respecte le processus, Dr Giroux l'a dit, mais moi, dans mon jargon d'enseignante, c'est un processus. Quand on respecte le processus de l'éducation jusqu'au résultat, on n'aura pas besoin de frapper, ni de crier, ni d'humilier son enfant, ni de l'insulter. Oui. Mais il faut vouloir respecter les étapes. Oui, oui. Là, nous arrivons à la fin, mais ce qu'on peut tirer de la conclusion qu'on peut tirer de cette petite conversation qu'on vient d'avoir, c'est que pour avoir des enfants bien, et déjà qui entrent dans le leadership, qui soient bien dans leur peau et dans leur tête, il faut bien qu'il y ait des parents bien. Des parents pas stressés, qui les éduquent, des parents sereins, qui les éduquent, et qui les brutalisent pas, qui respectent leur personnalité. C'est un peu ça que vous dites. Personnalité, oui, surtout ça, le respect. Et qu'on sait, la famille, c'est la base de la cellule de la société, et que ça se fait, enfin, même pas en classe. Moi, c'est ça que je retiens, Giroux. Les maîtres, oui, vous dites plutôt qu'il faut plutôt aider les parents, plutôt que d'aider les enseignants, c'est ça que vous avez dit hier? Parfaitement. C'est-à-dire que le meilleur investissement, et l'inspectrice Mme Kassé a bien fait sentir dans son livre, le meilleur investissement aujourd'hui, ce n'est pas sur les enseignants. Ah oui, c'est pas sur les enseignants. C'est sur les parents. Vous entendez, Mme si vous avez une école dans un village avec 5 enseignants et 100 parents, si vous investissez sur les parents, ça vous fait 105 éducateurs. Et la qualité de l'enseignement augmente puisque vous avez 105 personnes pour s'occuper de tous les enfants. Donc le meilleur investissement et pour la durabilité, c'est beaucoup plus sur les parents que sur l'école avec 4 murs pour aller vers une école, l'école de la vie, sans aucun doute. Oui. Donc plus miser sur les parents que sur les enfants pour avoir des enfants équilibrés bien. Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas d'enfants difficiles, il n'y a pas d'enfants problématiques. Il y a juste des adultes frustrés, des adultes fatigués, des adultes qui n'ont pas de ressources, qui voudraient peut-être, mais qui ne peuvent pas, ou des adultes qui sont en train de faire de la reproduction sociale et qui veulent reproduire le même type d'éducation qu'ils ont reçu dans un contexte qui est différent, pour un groupe qui est différent. Et merci Rahmatou Fall. Sortez-nous. Ce qu'il faut qu'elle nous sorte vite, de nombreux parents en ont besoin, ce guide
comment éduquer les enfants, et ce que vous venez de dire absolument tout à l'heure, et c'est des choses absolument importantes. Les parents devraient en tenir compte, pas seulement les écouter, mais les entendre et en tenir compte. Je vous remercie, Ibrahima Giroux. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, spécialiste en éducation en famille. Quant à vous aussi, vous êtes coach aussi, et vous êtes enseignante, et vous avez surtout ces enseignements, la Case de Rahma. La Case de Rahma, qui est une plateforme éducative, donc j'invite tous les parents à y aller. D'ailleurs, Fatou a apporté, on a des cadeaux pour vous, pour le public, donc des sacs, des cartes de visite, des flyers qui expliquent ce que la classe de Rahma fait. Merci. Donc voilà, j'invite les parents à faire preuve de patience, à comprendre qu'un enfant, c'est un enfant, on le fait avec patience, avec amour, mais avec aussi humilité. Merci. C'est la fin de cette émission. Nous remercions ces personnes qui sont venues, qui sont restées avec nous, qui ont accompagné Aïssatou Dieng Kassé, n'est-ce pas, ses amis, ses collègues, et qui sont venus vraiment participer, assister à cette émission-là. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont animé cette émission. Je pense à vous deux qui êtes là sur le plateau, Aïssatou Dieng Kassé, et puis comment il s'appelle encore, Omar Massali, et qui est venu nous présenter ce livre de Bachir Ben Ahmed, J'assume. Quant à vous, merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour une autre émission Impression. Au revoir.